Et dans cet épisode, je reçois Valentin Richardot, le cofondateur de J'ai un pote dans la com, un média qui parle de communication et de marketing. Dans cet épisode, il nous dévoile toutes les étapes qu'il a réalisées pour rendre son média rentable. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Valentin. Merci Valentin d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Oui, je suis Valentin Richardot, enchanté. Je suis rédacteur en chef du média J'ai un pote dans la com, média spécialisé en marketing et communication. Et je suis originaire de Nancy et parisien, en tout cas pour l'instant. Ok, ça marche. Bon, on va en reparler dans la deuxième partie du podcast. Si on revient sur cette première partie, sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire qui était Valentin quand il était au niveau adolescence? C'était quelqu'un de... C'était un jeune plutôt tranquille qui faisait pas mal de sport. Donc niveau adolescence, j'ai pas eu de crise d'ado particulière. J'ai testé beaucoup de sports, donc un peu de mal à se trouver entre le foot, l'escalade, le karaté et au final le rugby, qui m'a tenu pendant quand même 13 ans. Donc non, plutôt, j'espère, plutôt sympa auprès des parents, pas de crise particulière, des notes raisonnables, un bac L qui a favorisé un développement sur différents sujets de littérature, d'histoire, plus que de matières scientifiques. Mais voilà, Valentin, à l'adolescence, c'était plutôt détente, je pense. Quand même, t'étais un Ouais. bon élève? J'étais un élève, je suis très laborieux, c'est-à-dire que tout n'était pas acquis pour moi, j'ai beaucoup bossé. Donc, sur les dissertes, les rédacs ou tous les sujets, j'étais un élève plutôt moyen. Ok, t'avais des passions pendant la même période adolescence? Ouais, et c'est toujours le cas, j'étais passionné du Seigneur des Anneaux. Ok. Non, j'avais beaucoup de passion, j'aimais beaucoup l'histoire, et du coup, l'illustration de cette passion, c'est le fait de dévorer des films. Ouais. Sur différentes périodes, films d'époque, films de costumes, donc j'aimais beaucoup l'histoire, avec un grand H, hein, sur différents niveaux, donc, et puis le sport aussi, toujours. Toujours le sport. Ok. Tes parents, ils faisaient quoi ou ils font quoi, parce que si c'est la même activité, dans la vie? Et est-ce que ça t'a inspiré à faire de même ou au contraire, tu t'es construit par opposition? Mes parents, ils sont éducateurs spécialisés, donc très tournés social, donc sur leur job, ça m'a pas forcément aidé ou inspiré en tant que tel. Par ailleurs, leur éducation, la vision qu'ils avaient du monde, des études, et ce qu'ils m'ont transmis aussi, ça m'a évidemment beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui travaillent, qui amènent de la nourriture tous les soirs sur la table. Donc sur leur job, non, ça m'a pas impacté. Par contre, sur l'éducation, oui, ça m'a évidemment bien aidé. Ok. T'avais quoi comme rapport avec l'argent, toujours dans la même période, dans l'objectif de savoir ça a évolué pour toi? T'avais vraiment envie dans cette période-là de gagner de l'argent de suite ou c'était un peu secondaire et t'étais plutôt dans le fait de faire un métier qui te plaît vraiment? Non, j'avais pas de relation particulière à l'argent à l'époque. L'argent, c'était uniquement faire un peu d'argent, aller bosser dans tel magasin l'été pour faire un peu de cash et se payer des trucs cool pour sortir avec les copains. Il y avait pas d'enjeu plus haut que ça à l'époque. Ok. Et il a évolué aujourd'hui? Oui, il a évolué notamment vu les prix des loyers, par exemple. Donc oui, ça a évolué. Évidemment, c'est un sujet, on pourra y revenir plus tard, je pense. En tout cas, comme tu veux, mais c'est un sujet important. Je peux pas te dire que ça n'a pas d'intérêt ou que les choses sont ailleurs. Certaines choses sont ailleurs, évidemment, mais l'argent fait partie des choses qui sont peut-être pas centrales, mais en tout cas importantes, qui te permettent d'aller là où tu veux. Et de faire beaucoup de choses. Ok, ça marche. On va y revenir juste après. Est-ce que tu peux nous parler des études supérieures, de qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu as fait ces choix-là? Comme je te disais, j'ai fait un bac littéraire parce que beaucoup plus d'appétence sur les matières plutôt littéraires, les matières d'histoire géo, de philo, j'ai été très bon. J'ai été pendant toute ma période scolaire à 12-13 de moyenne. Et une fois en première terminale L, je suis passé de 13 à 16. Ok. Donc ça a été un vrai déclencheur pour moi. J'ai été pris en prépa littéraire que je n'ai pas faite parce que je suis allé en DUT, Infocom. T'imagines bien quand t'as la plaquette sous les yeux, marketing stratégique, planning strat, création de logo. Quand t'es en sortie d'études en terminale, par contre, t'as envie de le faire, tu as envie de faire de la com. Ah, En tout bien cas, sûr. ça m'a beaucoup séduit. Donc DUT Infocom, licence de cinéma, licence 3 de cinéma à Nancy, Master 1 en intelligence économique en IAE, et Master 2 à Dauphine en management des médias. Ok. Et pendant cette période d'études supérieures, tu voulais faire quoi comme métier? Tu avais une idée précise?
J'avais pas d'idée précise, je savais par ailleurs que j'aimais beaucoup ce qui était dédié au contenu. Imaginer des choses, les créer, les produire, partir de ton idée à sa réalisation, pour moi c'était hyper stimulant et c'est ce qui me donnait un peu de joie et qui me faisait un peu kiffer, c'est de se dire ok, t'as une idée, t'arrives à la monter. Donc je savais pas si c'était dans le ciné, dans la prod, dans l'écriture, dans le technique. Bon, ça a été vite négocié le technique, j'ai pas fait du tout de technique, tu vois, je sais cadrer, je sais monter, mais c'est très très léger, c'est un niveau minime. Donc c'est plus j'étais plus passionné, en tout cas intéressé par le contenu, je pense. Par la rédaction, Ouais, etc. ouais. Et le fond finalement plutôt que la forme. Oui. Ok, et sur cette partie-là de création, enfin pendant la période d'études, création de contenu, t'as fait un petit peu de stage ou pas du tout? Enfin, c'est quoi le processus? Oui, j'ai eu plusieurs stages. J'ai eu un stage en agence en DUT, j'ai eu un stage en licence 3 en agence digitale, en master 1 et master 2, des stages un peu plus structurants, un chez Publicis Consultant et mon dernier stage de master chez Canal+, Ok. au département cinéma. Ça a été impressionnant, non? De travailler chez Canal+, ça doit être sympa, et même l'expérience que tu dois emmagasiner doit être sympa pour jouer un peu dans la com, on va en parler juste après. Ouais, c'était cool. J'étais évidemment hyper impressionné d'arriver parce que la cantine de Canal, il y a tous les services. Donc, c'était l'époque, tu sais, un peu d'or, du Golden, du studio Bagel, etc. Et du coup, tu avais toutes les restas, tous les créateurs du studio Bagel qui étaient chez Canal à la cantine. Donc, je les voyais le midi, je voyais les présentateurs, je voyais aussi les présentateurs sportifs, vu que je fais du rugby depuis 15 ans. Je voyais les journalistes, j'étais un peu comme un fou. Donc, oui, c'était hyper cool. Et puis, vu qu'on était dans le département cinéma, il y avait toutes les sorties Canal qui, évidemment, sont le fer de lance de la chaîne. Hein, c'est le Ah, ciné, bien donc sûr. hyper cool, ouais. Ok, ça marche. T'en viens comment à J'ai un pote dans la com? D'ailleurs, est-ce que tu peux juste avant nous pitcher la boîte un peu, de savoir ce que c'est? Alors aujourd'hui, c'est un média composé d'une vingtaine de personnes qui traitent les sujets marketing com au sens large, à travers de l'actu chaude, mais aussi des dossiers plus froids, du podcast, de la vidéo, du reportage. Et c'est aujourd'hui quasiment un million d'abonnés, un peu plus d'1 million d'abonnés sur toutes les plateformes. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt Ouais. cool. Et l'origine, pour te répondre, c'était lors de mes études. J'étais, je crois, en deuxième année de DUT. J'ai écrit à Laurent qui avait monté le site, qui avait monté la page Insta, la page Facebook. Et je lui ai écrit sur Facebook, je crois que j'ai encore la conversation, où je lui disais, voilà, je suis étudiant en deuxième année de DUT, j'ai envie de faire des trucs un peu sympas à côté de mes cours et d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut faire un truc sur J'ai un pote? Est-ce que je peux écrire? Est-ce que je peux faire des posts? Et lui, il m'a tout de suite dit, go, on s'est vu à Paris. Et ça a très vite fité et on a fait grandir ça. Donc, je peux rentrer dans le détail sur la suite, Bien sûr, vas-y, vas-y, mais, vas-y. On prend le temps de tout ça, c'est le but du podcast. mais ce qu'on est aujourd'hui, c'était clairement pas l'idée de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en collaboration avec des clients très très cool. On a quasiment toutes les plus grosses agences avec qui on travaille. On a des clients super sympas sur lesquels on pensait pas se projeter. Des JC Deco, des Coca, des Meta, des Amazon, des Lenovo, etc. Les Donc, plus grands acteurs finalement de l'industrie marché. et du marché, quoi. Ok. Et on est très très heureux de tout ça, on est hyper fiers, mais c'était clairement pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'était vraiment de se dire, on crée du contenu, on anime notre communauté, et au final, on s'est dit que les gens étaient intéressés. Ça a pris, il y avait évidemment un engouement, donc il fallait produire un peu plus, vu qu'on donnait une promesse, il fallait un peu la respecter, et au final, ça m'a suivi pendant toutes mes études, donc je taffais mes cours et à côté, je taffais sur J'ai un pote le soir, etc. Très vite, ça a ouvert des portes pour les contacts à Paris, en agence, les événements, les stages, etc. Laurent m'aidait énormément. Et après, il a pris un jour off, parce qu'il avait un boulot à côté. Il a pris un jour off pour être avec moi sur plein de sujets, parce qu'il craquait tous les problèmes techniques sur lesquels moi j'étais, comme je te disais au début, un peu moins bon et moins en capacité de le faire. Et puis, je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite, mais le moment où on a un peu switché en mode pro, c'était vraiment à la fin du master, où j'étais sur J'ai un pote, en free, je me faisais un peu d'argent, mais pas forcément assez pour en vivre, mais il y avait une belle audience. On était premier à l'époque sur tous les autres blogs. C'était vraiment un peu la guéguerre des blogs. C'était trop cool en vrai. C'était hyper stimulant. C'était la première traction finalement de J'ai un pote dans la com, où vous avez vu qu'il y avait quand même un marché peut-être à prendre. Vous pouviez pas en vivre, mais il y avait déjà des premiers résultats. Ouais, il y avait l'audience qui était là, donc
une fois que tu as l'audience, tu fais en sorte de travailler et de la monétiser. Et c'est ça qui est au final un peu plus compliqué. Mais une fois que tu as l'audience et qu'elle est réceptive, que ta patte édito, elle est bien ancrée, que ta promesse, elle est plutôt claire, bah ça a pris. Donc nous, on voulait pas faire les choses comme les autres, on voulait pas raconter la communication comme les autres, on voulait pas proposer le même contenu que les autres. Et du coup, on était vraiment très social first, donc on pensait vraiment les formats par rapport aux usages, et non pas en imposant, nous, ce qu'on veut faire. C'est par rapport aux usages des gens. Et voilà, Master 2, est-ce que je continue chez Canal en job ou pas? Ou est-ce que je me lance à 100% sur J'ai un pote et on voit ce qui se passe? Donc voilà, ça s'est fait, j'ai lancé le... Vous étiez que 2 au départ? Ouais, on était que Ok. deux. Laurent était tout seul Ouais. pendant 2 ans. Je l'ai rejoint pendant mon DUT. On était 2. On est resté 2 pendant 1 an et demi, je crois. Laurent ensuite a quitté pendant 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, a quitté son job. Il m'a rejoint et le Covid est arrivé assez vite. Et puis au final, là où on aurait pu se dire, bah, on va se casser la tronche, ça a été plutôt l'accélérateur. Ok. Et à ce moment-là, vous faisiez combien de chiffre d'affaires quand vous étiez 2 au tout début? C'était léger, c'était du chiffre d'affaires pour vivre. Donc moi, quand j'étais tout seul la première année, c'était hyper cool, tu vois, parce que t'avais l'acre, Oui. c'était assez sympa. Tout ce qu'on vendait, c'était dans nos poches, entre guillemets. Donc j'ai plus d'idée d'un chiffre d'affaires, mais on dépassait plutôt bien le seuil des 60. Donc tu vois, quand j'étais tout seul là-dessus, 60 000 euros, tout seul, le premier job, Ça c'est reste cool. très correct. C'est de entre guillemets, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de charge Ouais, très ça importante reste sur une boîte comme ça. hyper honnête. Ok. Génial. Et du coup, après, c'était quoi les enjeux? Vous avez commencé à recruter quand tu passes à 100% sur J'ai un pote dans la com. C'est devenu un média qui a une traction assez importante. Vous avez commencé à recruter, à staffer? Le recrutement, il a été évidemment un gros sujet et on a commencé à recruter. On est passé de 2 full-time à 3 avec Fiona qui nous a rejoint, qui nous a beaucoup aidé. On a Léa qui nous a rejoint très vite aussi, juste avant Covid, qui est resté quasiment 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans avec nous, qui vient justement là de nous quitter et de partir sur d'autres aventures, plutôt dans le secteur culturel. Donc c'était ces 2 recrutements-là qui ont un petit peu façonné et structuré le développement. Et on a un peu réparti aussi, voilà, nous un peu moins dans l'opérationnel, un peu plus dans le commercial. Et une fois qu'on a eu ça, il nous fallait des gens pour produire, effectuer les commandes des clients, des articles sponsors, des podcasts, des formats, donc un peu de gestion de projet. Donc on a recruté au final une 4e, une 5e personne, puis après du stagiaire, puis après on a augmenté, après on a commencé à faire des petits pools, entre guillemets, des petites business units. Et aujourd'hui on est une petite vingtaine avec une partie gestion de projet, une partie commercial avec Laurent et moi, une partie vraiment édito, journaliste, rédacteur, Thomas responsable édito, et peut-être une partie un peu plus prod aussi avec les vidéastes. Ok. Et c'est quoi aujourd'hui? Enfin, déjà, pourquoi le nom J'ai un pote dans la com? Ça m'est venu et je t'ai oublié de te le poser. C'est Laurent qui l'a trouvé, j'imagine. Ouais, c'est l'histoire qu'on aime bien raconter aussi et qui nous plaît et qui nous suit. Effectivement, le nom, il est pas tous les jours forcément hyper simple à porter parce qu'on se dit, voilà, on peut se priver d'un certain type de client ou autre, et au final, quand on se met dans le réel, c'est tout l'inverse. Les gens, ils nous aiment pour ça, les clients, ils viennent nous voir pour ça, l'audience, elle grandit pour ça, parce que c'est ce côté un petit peu différenciant, singulier, tout en restant hyper quali. Donc l'idée, c'est celle de Laurent, qui a monté J'ai un pote, et qui a nommé ça avec l'idée de réagir à ce qu'il vivait au quotidien. À l'époque, il était free, et il démarchait différentes sociétés pour leur dire, voilà, je peux bosser sur ta com, je peux faire ton logo, je peux faire tes prods, et ces gens-là lui répondaient toujours, non, j'ai un pote dans la com qui peut le faire. Ok. Voilà. Et c'est venu de là, il s'est dit, ok, je vais créer ce nom-là. Ouais. Et voilà, et on l'a pas bazardé, on l'a gardé, on s'est posé la question comment on peut le pimper ou pas. Non, on pimpe pas. Il faudrait qu'il reste comme ça. On le laisse comme ça, on le met encore plus en avant et on le défend encore plus. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le business model de J'ai un pote dans la com? Parce que donc il y a la partie média, donc sponsoring avec les marques, etc. Si on a bien compris. Mais vous avez aussi une partie agence, j'imagine. Tu peux nous donner un petit peu comment vous fonctionnez en termes de business model? Le modèle d'affaires aujourd'hui, il est central par rapport aux médias. Il est basé sur le média, donc ça doit faire 80% du chiffre d'affaires. Sur le média, c'est effectivement la publicité. Donc les articles sponsorisés, les podcasts, les co-branding, les événements, le sponsoring d'événements. On a tout un tas d'activités de contenu via le média J'ai un pote dans la com. Donc brandé J'ai un pote. Les articles, les vidéos, les reportages, les documentaires peut-être dans quelques mois, et les événements depuis 5 ans.
Et à côté, on a effectivement une structure qui n'est pas vraiment une agence, mais qui est plutôt un studio. Ok. Parce qu'on n'est pas une agence, on va pas se mettre en frontal avec les agences, on va plutôt accompagner certaines agences qui n'ont pas les expertises peut-être édito ou ce qu'on fait en podcast. Je peux pas encore te donner le nom, je sais pas quand est-ce que le podcast sort, mais j'ai pas envie encore de donner le nom, mais il y en a sort la d'ici DA. 2 mois à peu près. Ok. Je sais pas si ça sera encore en ligne. En tout cas, voilà, on a le nom, on a la strat, on bosse dessus en sous-marin depuis quand même quelques mois, voire plusieurs années, mais on communique pas dessus. Mais c'est des gens qui veulent concrètement venir faire du J'ai un pote sans le logo J'ai un pote. Ok. Donc ils veulent Ça les marche. idées, le pas de côté. En marque blanche ? En marque blanche, ouais. Ok. Ça marche. Hyper intéressant. Et au niveau du volume de chiffre d'affaires, est-ce que tu peux nous donner une fourchette ou je sais pas si vous êtes transparent sur ces métriques-là ? Si, je pense qu'on est, on est assez transparent là-dessus. Nous, cette année, on vise 1,5 million de chiffre d'affaires pour l'année qui arrive. Donc, c'est la stratégie qu'on s'est fixée. C'est honnête. C'est des objectifs qu'on s'est donnés ensemble. Donc, il n'y a pas de... C'est des choses concrètes. On ne se projette pas plus qu'il faut. On fait les choses, on se donne une ligne et on la suit. Donc, tu vois, je te parlerai pas de lever ou d'ouvrir forcément tout de suite le Vous êtes capital. 100% bootstrap pour l'instant ? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Comment vous démarquez des autres... alors j'ai envie de dire des autres agences, mais vous n'êtes pas forcément une agence, mais des autres médias, à proprement dit, qui travaillent sur la communication, sur l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Comment vous arrivez à vous démarquer ? C'est quoi votre axe de différenciation ? Je vais parler pour nous, je vais pas parler forcément des autres et dire ce qui va ou ce qui va pas, mais pour nous, l'élément central et le plus important, c'est, d'ailleurs notre premier client, c'est le lecteur. Donc le lecteur, c'est le professionnel de la com, au global. Créateur, agence de pub, chez l'annonceur, en studio, en start-up, c'est le communicant. Et le communicant, notre objectif, c'est de le faire lire nos contenus, pour qu'il s'informe bien. Comment on fait ? On se calque sur ses usages. On n'arrive pas en disant il faut que tu lises ça parce que c'est le bon format. Ça n'existe pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on se calque aux pratiques de consommation et on veut qu'il nous lise. Donc pour qu'il nous lise, on fait des contenus qui lui ressemblent. On se met un peu dans sa tête, on essaie de comprendre ses problématiques. Voilà, c'est des chiffres clés dont il a besoin, c'est des récaps dont il a besoin, c'est des formats inspirationnels et en même temps des formats très concrets. C'est de l'événementiel pour se connecter et s'inspirer et en même temps c'est de l'événementiel pour rencontrer et faire du business pour de vrai. Voilà, donc le lecteur, il doit trouver tout ce qu'il lui faut chez nous. Ça, c'est un petit peu le côté rigueur de J'ai un pote et promesse. Et d'un autre côté, on essaye aussi d'avoir un pas un peu différenciant et singulier sur les contenus en tant que tels pour ne pas traiter ce que d'autres pourraient traiter. On va pas traiter tous les sujets liés à la com. On va traiter ceux qu'on pense pertinents et qu'il ne faut pas rater pour être un bon professionnel. Donc des nouvelles tendances, une campagne qu'il faut absolument voir, un nouvel usage, un changement d'algorithme, une étude à décrypter. Le communicant doit nous lire, donc comment on fait ? On se base sur ce qu'il recherche. Ok, donc vous adaptez en permanence. C'est un peu la clé du succès de J'ai un pote dans la com ? Oui, je pense que c'est ça. Et enfin, on est, je veux pas dire le fameux mot-clé, tu vois, agile, etc. Ouais. Mais foncièrement, c'est notre état d'esprit, c'est notre ADN. C'est inhérent à ce qu'on est. On est né comme ça. On est plus entrepreneur que moi, je suis rédacteur en chef. Et tous les matins, on fait une conférence de rédaction. On est plus entrepreneur, donc il y a ce côté. Ok, on teste, ça marche pas, on change. Le lecteur, il veut avoir tel format. On fait 3 épisodes, ça marche pas, on change. Le format des marques, on l'a pas exploité. Comment on peut faire pour faire venir parler des annonceurs et raconter les sagas ? Ok, boum, podcast. On est plutôt dans une logique de test. On lance, on pivote, on réajuste. Donc cette capacité à effectivement être agile, c'est un peu notre force en vrai. C'est un peu là où on peut-être se différencie. Ok. On a vu que alors tu m'as dit que vous étiez une petite vingtaine aujourd'hui sur J'ai un pote dans la com. On sait que le recrutement et l'humain dans une société, c'est le plus gros effet de levier qu'on peut avoir. C'est quoi les process de recrutement chez J'ai un pote dans la com ? Les process, ils ont beaucoup évolué aussi. Hein. Là, je te parle, on est vraiment sur une année charnière. Pour nous, pour la stratégie, pour la boîte au global et donc pour le recrutement aussi. Évidemment, les process changent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a vraiment des offres de job avec une liste de missions. Ensuite, on redirige vers une sorte de tally, tu sais, une sorte de formulaire où on pose des questions pour se faire un tri. Ensuite, moi, je fais le premier rendez-vous. Après, on fait un rendez-vous avec Thomas et Laurent pour valider et que ça parte directement. Donc,
C'est pas Google, hein, le recrutement. Simplement, il y a énormément de gens qui nous envoient des CV et ce qu'il faut, c'est trouver le bon profil qui match sur différents niveaux par rapport aussi au job de recrutement. Donc le process est très clair. Il a changé. Maintenant, il est acquis. On le suit parce que mine de rien, c'est aussi du temps le recrutement et tu le sais très bien. Je pense que Ouais, c'est bien aussi sûr. du temps passé. C'est quoi les critères de sélection un petit peu, même s'ils sont différents forcément d'un poste à un autre, mais les critères qui sont fondamentaux pour toi? Ça dépend du job, effectivement, mais déjà, aimer le Seigneur des Anneaux, c'est obligatoire. On le naît. Non, les critères, c'est aimer ce marché. Ça veut pas dire qu'il faut le connaître sur le bout des doigts. Bon, après, si t'es senior et qu'on te recrute pour ça, faut que tu Ouais, sois bon. Par ailleurs, il faut juste aimer cet univers. Des campagnes, tu vas en manger. Des actus, tu vas en manger. Des décryptages, tu vas en manger. Donc, il faut que tu sois passionné, que tu aies envie de comprendre comment fonctionne le monde. Si tu es foncièrement anti-pub et que tu dis que ça détruit la société, on parle pas forcément le même langage. Moi, je dis pas que toute cette partie-là est fausse. Simplement, le réel, il est où? Le réel, il est que euh, la publicité favorise le business. Le business au global permet de développer une économie. Donc pour moi, sans publicité, sans le monde des agences, etc., il n'y a pas de marque qui se crée, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de production, et du coup, il n'y a pas d'économie. Donc il faut aimer la com au global, il faut la comprendre, et il faut aussi peut-être avoir envie de la changer un peu, parce que nous, en tant que médias, on a aussi un rôle à jouer. Dire que la pub d'il y a 30 ans, c'est la meilleure, moi, je serais clairement pas la personne pour te dire ça, voire totalement l'inverse. Par ailleurs, il y a des super campagnes qui sont sorties il y a 30 ans, il y a des sagas de pub comme Etam ou autre, enfin, il y a des vraies sagas, il faut aimer ça. Il faut être un peu débrouillard aussi, parce que comme je te le disais, on est une petite structure, on a de plus en plus de process, mais on est très très entrepreneurs dans l'âme, donc faut venir craquer les problèmes, faut être dans une logique de il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? J'ai cette solution, t'en penses quoi? Voilà, versus il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est quoi ta solution? Ah, il faut que j'ai une solution. Oh, bah ouais. Hmm. Tu vois un peu la Ouais, bien démarche, sûr, il faut. c'est le genre de profil Ouais. qu'on cherche. Ok. T'es aussi assez influent, toi, sur les réseaux sociaux. C'est important pour toi de te mettre en avant. Pour mettre en avant j'ai un pote dans la com, où aujourd'hui, en fait, on voit que le fondateur est au centre de l'intérêt de tous les consommateurs, tous les lecteurs. Comment tu te mets en avant, comment tu travailles ça? Bah, écoute, c'est évidemment important. Nous, on l'a fait un peu naturellement, donc je vais pas te dire que c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis le début en se disant il faut que l'ambassadeur de marque soit le fondateur ou l'associé parce que ça va amener l'attraction. Aujourd'hui, dans les faits, c'est vrai, ça marche. Par contre, nous, c'est un peu ce qu'on fait depuis pas mal de temps. On a quand même une grosse audience sur LinkedIn. Ouais. Laurent et moi, on a aussi une belle petite audience en perso. Donc, c'est juste que on partageait ce qu'on faisait. Et ça revient à ce qu'on disait avant, on est passionné. Donc, on parle de ce qu'on fait. Et bien avant que LinkedIn soit un peu famous, en tout cas, soit le réseau qu'il est aujourd'hui. Donc, on racontait ce qu'on faisait. Et évidemment qu'aujourd'hui, on l'exploite un peu plus concrètement. Même si on n'a pas de stratégie de post sur la semaine, il faut faire ça avec un ghostwriter. Dès qu'on fait une OP sympa, on en parle. Tous les lundis, on se fait un petit récap de notre semaine passée, ça nous fait kiffer. Les clients sont contents qu'on parle d'eux. Oui, c'est important de le faire. Maintenant, on n'a pas de vraie strat dessus. C'est plus on partage ce qu'on aime. Vous vous faites accompagner, vous travaillez avec des personnes qui sont spécialisées sur les réseaux sociaux, sur différents domaines, etc. pour vous aussi continuer à progresser et à augmenter en termes de qualité? On n'a pas on se fait pas accompagner par des experts. C'est aussi l'apanage de nos équipes d'être experts sur leur sujet. Elles sont pas chefs de projet, journalistes et vidéastes dans n'importe quel média. Elles sont chefs de projet, journalistes, vidéastes dans un média spécialisé en marketing et en com. Donc tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance. Tu vas pas demander à notre monteur d'être hyper calé sur l'algorithme LinkedIn. Par ailleurs, il doit comprendre ce qu'on fait. Il doit avoir vu ce qu'on produisait, il doit comprendre à qui on s'adresse quand l'invité c'est un directeur marketing ou une chargée de communication. Il sait ce que ça veut dire, il Ouais, connaît bien les sûr. enjeux, il sait que voilà, la personne c'est une CMO, elle a pas le temps, elle nous accorde 1 heure, faut que ça file. Voilà, la DG de KFC France, Isabelle, quand elle arrive, bon, elle est super agréable, c'est trop cool, mais il faut que ça déroule parce Ouais, qu'elle nous faut pas lui accorde faire une perdre de heure, temps. voilà. Alors qu'un vidéaste dans un média, je vais pas dire plutôt classique, il a peut-être pas ce rapport-là, il connaît peut-être un peu moins le marché, donc on se fait pas accompagner, mais on a des gens qui connaissent leur métier et l'univers dans lequel ils évoluent. Au sein même de J'ai un pote dans la com. Ouais. Ok. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle? Juste avant toi, on a eu une personne sur l'intelligence artificielle qui a automatisé beaucoup de tâches finalement qui sont répétitives. On en parle énormément, l'intelligence artificielle, c'est à la mode en ce moment. Est-ce que vous l'avez adapté un petit peu à ce que vous faites?
Nous, on l'exploite. Déjà, première chose, c'est qu'on le suit en tant que média. Donc, on traite ce sujet-là, on le traite avec nos contenus. Donc, il faut qu'on le comprenne un peu pour que nos lecteurs le comprennent. Ouais. Donc, c'est évidemment quelque chose sur laquelle on s'est posé depuis quand même pas mal de temps. Nous, on l'exploite au quotidien sur différentes tâches. Beaucoup en automation. Laurent est un pro de ça sur nos process. Il met en place beaucoup de choses pour automatiser les process, les manières de travailler. Les projets en cours, etc. On l'utilise aussi un peu en montage lorsqu'il faut retravailler un flou, un focus, tu vois, avec le son pareil sur Adobe, le son des podcasts, des fois on voit que la personne parle un peu trop loin ou parle un peu sur le côté, etc., comme je viens de faire, avec Adobe on rattrape ça. Donc l'IA on l'utilise là où on a besoin sur nos métiers, notamment sur réajuster des focus, gérer nos tâches et nos projets, et peut-être aussi peut-être pour rendre des choses un peu plus simples non pas sur des scripts, mais lorsqu'on a fait un podcast, tu vois, on met l'audio dedans et ça nous fait un script en entier. Ça apprend tout. Tu vois, au lieu de tous taper à la main, sûr, ou se faire un transcript, on a un outil, voilà, on a 10 pages de texte et après on en fait ce qu'on veut. Ça marche. Et tu l'utilises pas par contre sur ta création de contenu? Non, vous restez, vous avez pas trouvé ça pertinent? Vous avez essayé un petit peu? Nous, on l'utilise pas pour la création de contenu parce que on pense que soit c'est pas encore le moment, soit on se ment un peu à nous-mêmes, on pense qu'on est encore en capacité de trouver des bonnes idées, trouver des bons formats. On a testé, évidemment, on a regardé, trouver un nouveau format sur Instagram pour parler de marketing. Je vais être honnête avec toi, il y avait 6 réponses. Sur les 6, on en avait 6 trouvés il y a quasiment un an. Ouais. Le podcast de Marc, on l'avait déjà fait. L'interview croisée, on l'avait déjà faite. Le micro-trottoir, il est en cours de prod chez nous. Donc, sur les idées, c'est pas plus pertinent que ça pour nous. Par ailleurs, effectivement, comme je te dis, sur les scripts et sur la retranscription, ça nous aide beaucoup. Après, je te dis pas qu'on va pas l'exploiter sur d'autres sujets. Aujourd'hui, à date, on en fait un usage limité, cadré, qui répond à nos besoins. Et on se fait pas plus d'illusions que ça. Par contre, vous restez vraiment en veille sur le contenu pour en parler dans le média et aussi voir l'utilisation que ça peut avoir pour votre activité. Bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour, tu vois, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont la majeure... Enfin, 60% des auditeurs entre 18 et 25 ans sont soit étudiants entrepreneurs, soit néo-entrepreneurs dans leur premier projet, de première activité. Le sujet de la communication et du marketing, c'est hyper important, évidemment, quand on lance un projet. On peut avoir le meilleur projet du monde. S'il n'est pas vu par un maximum de personnes, on aura des difficultés à le vendre. Est-ce que tu as un peu des exemples ou des conseils que tu pourrais donner, pas forcément de A à Z, mais du début au milieu du projet pour le lancer, pour avoir testé son marché? C'est une très bonne question, elle est complexe, parce que chaque projet n'est pas au même niveau, et évidemment, moi je pense qu'il y a déjà un premier point, c'est le bullshit à éviter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et on le voit, qui lancent des projets qui sont fondamentalement pas bons, qui sont soit inutiles, soit qui ne trouvent pas leur marché, soit qui ont un concurrent qui est beaucoup mieux qu'eux depuis 5 ans. Mais parce qu'ils parlent beaucoup, on les voit. Et ils parlent de ce qu'ils font, mais du coup ils ne le font même plus, ils font que parler. Bon, on citera pas de nom. On citera pas de nom, chacun s'identifie, chacun voit midi à sa porte. Par ailleurs, je pense que le bullshit, c'est le premier point. Donc oui, de la communication, oui, du marketing, mais au service de ton produit et de ce qu'il est vraiment. Mais pas de... Oui, on peut se faire des pulls avec le logo de la boîte, évidemment. Oui, on peut parler de culture d'entreprise et dire, ouais, alors je suis CEO. Bon, t'es tout seul, t'as 2 stagiaires, etc. Donc raconte-nous des choses vraies. Parle-nous de tes problèmes, et si tu veux prendre la parole, fais-le, je pense, avec une sorte de petite histoire à raconter quand même. Parce que sinon, on n'y croit pas. Sinon, on s'y intéresse pas, parce que tu seras pas le premier à nous faire le coup. Donc oui, lance ton projet, mais travaille-le sur le fond. Après, j'ai pas de conseil ultime, hein, évidemment. Mais en tout cas, ce que je vois et qui marche un peu moins bien, c'est trop de com au final. Donc oui, c'est important, mais faut que ton produit soit bon, faut que ton service soit bon, faut que tu aies une vraie promesse. Faut pas se focaliser que sur ça, quoi. Non, parce que c'est au final, la phrase va être vraie et elle va se cristalliser, mais on va dire, c'est que de la com. Ouais. Et c'est dommage. Ok, ça marche. T'as des outils que tu utilises pour la communication, des outils que tu as envie de nous donner? On a vu sur le site internet qu'il y en avait beaucoup que tu nous conseillais, mais 2-3 que tu utilises toi ou que vous utilisez vraiment en interne qui sont performants et dont on parle pas trop, peut-être sur des... Nous, on est pas mal sur les formulaires. On a quoi? On a Airtable, on a Pipedrive pour du CRM. On est sur Premiere en montage, un peu CapCut parfois sur les formats courts, mais très peu.
PandaDoc pour les devis et les factures. Et que te dire d'autre? Il y a Laurent qui a beaucoup automatisé les choses, donc il a peut-être des idées d'outils que moi j'ai un peu moins. Ouais. Mais on a quand même mis en place beaucoup de process et donc on a ces vrais outils. Le Pipedrive, on a aussi en termes de discussion et de gestion de projet, on a Discord qui est hyper pratique. Voilà, sur les outils, Notion aussi pour certains nombres de sujets, et ClickUp pour la vraie partie gestion de projet en cours. ClickUp, c'est un peu... ok. c'est un peu, voilà, comment te dire, c'est un peu le dieu du bureau ClickUp. C'est-à-dire que Ok. tout le monde ne passe que par ClickUp, on ne parle que de ClickUp. Dès qu'il y a un sujet, c'est sur ClickUp. Ah, t'as été voir sur ClickUp. Bon, on en rigole, mais c'est évidemment un excellent outil et c'est un accélérateur de business parce que c'est de la gestion de projet. Ok, mais tu vois, je Et c'est connaissais pas obligatoire. ClickUp. On regardera aussi parce que je connaissais pas du tout. Après, on fait peut-être pas, ça s'adapte peut-être pas à toutes les activités, etc. Mais on regardera. C'est pas de sponsor côté. ClickUp, hein, on n'est pas, il me paye pas pour Non. parler de. Non, mais c'est très cool. Ok, ça marche. C'est quoi la vision de la boîte? Vous avez bien avancé depuis quelques années. C'est combien de temps qu'elle existe? La marque existe depuis 11 ans. J'ai un pote qui existe depuis 11 ans. Ok, 11 ans. Vous avez bien avancé, vous avez bien structuré la boîte. Aujourd'hui, tu dis, vous faites 1,5 million de chiffre d'affaires avec une vingtaine de collaborateurs. C'est quoi la vision dans 3, 4, 5 ans? Il y a que des bonnes questions, dis-moi, dans ce podcast et qui sont difficiles. Tant mieux, tant mieux. Non, mais il y a une stratégie qui est très claire, c'est développer l'audience, développer ce média. Et pour ce faire, c'est suivre une ligne qui est la création de contenu à valeur ajoutée. Au-delà de ça, tout ce qui est à côté, c'est comment on renforce les unités commerciales, comment on renforce les équipes. Ça, c'est au service de la stratégie globale. Mais la stratégie, c'est créer du contenu de qualité, développer l'audience, continuer à être référent. Pour ce faire, il y a plein de sous-parties, on pourrait en parler assez longtemps, mais ça, c'est la finalité. C'est continuer à être premier, continuer à lancer des formats qui marchent, et pas juste pour se faire kiffer. L'idéal, c'est d'avoir les deux, mais il faut des formats qui marchent financièrement pour nous, d'un point de vue business pour nos clients et nos lecteurs, et qui soient consommés. Donc, maintenant, en termes de moyens et d'outils pour y arriver, comme je t'ai dit, il y a renforcer nos équipes, il y a tester un peu plus, il y a respecter beaucoup plus les process, intégrer des gens qui ont aussi une certaine seniorité, faire monter en compétence des gens plus juniors pour arriver à un niveau d'exigence qui est le même pour tout le monde, qu'on se découvre pas une faiblesse par-ci par-là, c'est-à-dire tout le monde a le même niveau de connaissance et d'exigence. Donc, dans 5 ans, écoute... je sais pas, forcément, d'autres formats très sympas, peut-être 10 personnes de plus, je l'espère, des bureaux de fous sur Paris, et peut-être ailleurs, mais en tout cas, toujours la volonté de produire des contenus de qualité, d'informer et de réussir à rester dans la tête des gens. Ok. Il n'y a pas forcément une volonté d'expansion à d'autres pays, d'autres échelles. Déjà, j'ai un pote dans la com, alors le nom ne se prête pas forcément Non. au fait Non. d'aller à l'étranger, etc. Il n'y a pas forcément de vocation à s'exporter. On a fait une petite OP hyper cool avec Times Square et une application TSX Oui. qui permet de mettre son visuel sur un billboard. Et on a fait une vanne en mode I have a pot in the com. Oui. Bon, c'était un petit coup pour se marrer un peu, tu vois. Mais non, au-delà de ça, il n'y a clairement pas de volonté de s'exporter à l'étranger. Par ailleurs, on a un marché qui est celui du Luxembourg, de la Suisse. Tout le marché francophone aussi, ouais, évidemment. le marché francophone. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Mais voilà, c'est pour te répondre peut-être plus concrètement, c'est des nouveaux formats, c'est des formats longs, c'est des documentaires, c'est peut-être aussi des petits formats web-séries. C'est développer le studio de prod aussi, donc monter sur des grosses prods un peu plus. Et puis voilà. Ok. Vous avez une vision aussi de revente potentielle? C'est déjà décidé en interne avec Laurent? Non, on n'a pas encore discuté de ça, mais on sait très bien que ça fait partie des choses qui vont arriver sur la table. Maintenant, c'est à qui, où, quand, comment. Aujourd'hui, c'est clairement pas un sujet à date. Maintenant, en tant que média, le modèle d'affaires, il est spécifique. Nous, on s'en sort très bien sur le modèle, c'est-à-dire que tout notre chiffre d'affaires est issu du média quasiment, donc versus d'autres médias qui ont soit une appartenance à un groupe, du coup qui les finance, soit une stratégie d'événements avec plein de grands prix, pour pas citer, qui leur font, qui les font vivre, hein, c'est pas le média qui les fait vivre, etc. Nous, on est sur fonds propres, on est en bootstrap, tout se passe sur le média, donc
C'est pas là-dessus forcément où on va être millionnaire. Par ailleurs, ça se passe très bien pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de sortie de revente pour l'instant. On est conscient de la belle marque qu'on a créée. On est conscient aussi qu'on n'est pas les Échos, qu'on n'est pas le Figaro, qu'on n'est pas Libé. Donc on est encore un petit acteur de ce marché-là. Même si y a des gens qui effectivement vont avoir envie de mettre des billes un jour, je pense. Il y a un avantage d'être bootstrap et d'être seul actionnaire de sa société pour la neutralité d'information Oui. par Oui, rapport à d'autres médias que vous voyez qui sont obligés de mettre un peu plus en avant pour citer des partis politiques, pour citer des idées, pour citer des marques. Oui, au global, si on compare à d'autres médias plus mainstream, oui, évidemment que c'est une liberté. Et si on compare à nos concurrents directs, et je suis pas certain que les patrons de groupes, etc., influencent énormément l'éditorial. Évidemment qu'ils vont avoir, ils vont placer des clients, ils vont placer certain nombre de sujets, etc., et des collaborations, mais je suis pas certain que nos concurrents appartenant à des grands groupes, leur éditorial soit impacté par les patrons. Mais oui, c'est un avantage, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les points négatifs, évidemment, c'est que on est toujours à la recherche de cash. Donc tout ce qu'on lance, on part de zéro, donc il faut le financer. Du coup, on se pose la question, l'événementiel, super, on va faire tant d'euros de chiffre d'affaires si tout va bien. Par contre, pour le monter, ça va nous coûter tant, en termes de ressources, en termes de coûts fixes, en termes de personnes. Bah, il faut qu'on couvre ça à minima. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir en marge net dans notre poche. Donc il y a ça. Par contre, les points positifs, c'est que dès qu'on a une idée, on la lance, on la teste, on est un peu les seuls maîtres à bord, on fait un petit peu ce qu'on a envie, entre guillemets, c'est-à-dire que on a un event sur lequel on veut plus être partenaire, on n'est plus partenaire. Il y a personne au-dessus qui veut dire, les gars, c'est bien si on est toujours avec eux, parce qu'ils mettent un peu d'argent par-ci. Non, on n'a plus envie d'être partenaire d'un event, on n'y est plus. On a envie de monter un projet pour Vivatech, on trouve un client, on y va. Ah non, Vivatech, il y a les concurrents qui y sont, faut pas qu'on soit là-bas. Non, faites ce que vous voulez, oui, vous avez une liberté finalement qui est assez importante sur ça. T'as aussi lancé une formation ou des formations d'ailleurs sur, on l'a vu sur le site internet. C'était quoi pour toi l'intérêt de lancer ça? Et c'était complémentaire avec le reste? C'était pour sortir de sa zone de confort? C'était quoi le but? Alors les formations, elles sont en cours de prod encore, elles sont pas encore sorties. L'objectif était clairement stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une expertise sur nos sujets qui sont la production de contenu, l'éditorial et la production. Cette expertise-là, on avait simplement eu l'idée de se dire qu'il fallait l'exploiter et capitaliser dessus. C'est le propre de quelqu'un qui se dit expert. Il travaille pour avoir une expérience et une expertise. Il a son expertise, il la valorise et ensuite il se fait payer pour déployer son expertise. Donc c'est ce qu'on voulait faire avec la formation. C'est en cours de production. On a déjà 2 capsules qu'on va peut-être réajuster parce qu'on a aussi l'envie de faire des formations plutôt, petits shots hyper concrets, hyper impactants, hyper courts mais hyper efficaces en physique. Même si on a toujours la formation en ligne, donc c'est toujours en cours de prod pour nous. Ça fait partie des sujets 2024. Des sujets, tu vois, qui sont sur la table, qu'on voit au bout, mais qu'on n'arrive pas encore à choper parce que on est encore un peu dans le jus. Il y a beaucoup de choses à faire, etc. J'en viens du coup sur ton quotidien en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, comment tu t'organises? C'est quoi ton... Alors, peut-être pas ta journée type, parce que une journée type d'entrepreneur, elle est hyper différente, mais ta semaine type, comment tu t'organises? C'est quoi ton rôle entre J'ai un pote dans la com, ton influence sur les réseaux sociaux et tout ce que tu fais à côté? Ça commence à se structurer un peu aussi, parce qu'avant, effectivement, on faisait un petit peu tout, on montait sur des sujets assez efficacement, et en même temps, un peu de manière brouillonne, tu vois, on montait un peu partout. Là, on a structuré un peu nos temps dispo, dans la mesure où on n'a plus autant de temps à accorder, et il faut qu'on délègue beaucoup, donc je délègue beaucoup plus qu'avant, avec tout ce que ça comporte C'est pas facile de déléguer. Non, c'est pas facile. Mais encore une fois, j'ai 1000 fois confiance aux équipes, tu vois, ils font un gros taf, enfin, ils sont hyper impressionnants, sur plein de sujets, ils sont hyper impressionnants. Mais oui, déléguer, c'est pas simple. Donc, je délègue beaucoup plus, déjà dans ma semaine. Donc, je suis plus en overview, en validation et en point de récap. J'ai mes calls clients plus mes calls prospects, beaucoup d'entrants. Donc, ça, on continue à toucher du bois, mais c'est quand même hyper cool d'avoir beaucoup d'entrants. Là, sur cette semaine, je dois avoir eu 6 calls, c'est 6 calls entrants. Ok, donc, ça, génial. c'est top. Mais ce qui fait que t'as toujours envie de répondre aux calls entrants, t'as toujours envie de prendre du business et en même temps, t'as tes sujets en cours qui
qui passent pas après, mais qui sont toujours en attente, que t'as pas eu le temps de traiter. Faut Donc, trouver un équilibre. Ouais. Donc une semaine qui est voilà, basée sur des calls, des rendez-vous, des points avec Laurent aussi. On a un gros point le lundi. Ensuite, on a un point le lundi après-midi sur les leads entrants. Ok. Qui sont les gens qui veulent bosser avec nous et est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas. Et puis les points de prod et les rendez-vous et les déjeuners. Enfin, Okay. Après on fait comme on peut, tu vois. C'est surtout ça. J'imagine. Un podcast comme ça, tu l'intègres dans ton calendrier en fonction de comment. Ouais, mais tu vois, ça c'est le côté cool de la journée, c'est-à-dire que le podcast, c'est kiffant, tu vois. Je bosse pas là, tu vois. C'est le côté cool. Ça fait partie des petits côtés sympas qui font que on rencontre du monde. On se connecte avec des gens un peu bien placés dans le marché, qui ont une vision et qui créent des choses cool, notamment ton podcast. Ouais, c'est gentil. C'est cool. Écoute, on a fait un bon tour d'horizon sur tous les sujets. J'ai 2 questions pour clôturer un petit peu ce podcast. La première, c'est, alors t'en as donné plein, mais est-ce que tu aurais un conseil qui t'a marqué, toi, dans ton aventure entrepreneuriale, pour un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui ? C'est plutôt moi qui pose la question là généralement dans les podcasts et du coup là c'est beaucoup plus compliqué. En fait j'ai pas envie de donner un conseil parce que j'en ai pas à te sortir et 2 ça fait vraiment gourou qui dit s'il faut faire ci, il faut faire ça. Non mais un conseil qui t'a impacté toi et tu t'es dit j'ai testé ça, c'est vrai que on n'en avait pas parlé, c'est pas forcément ce que tout le monde pense, c'est un peu clivant. Après si t'en as pas, hein. Mais c'est vrai que même moi quand je me suis posé cette question là, si on me la pose dans un podcast, j'en ai tellement entendu, tellement écouté. Peut-être un conseil que quelque chose que j'ai découvert, que je m'applique et qui m'a vraiment marqué, c'est il faut agir. C'est-à-dire que tu peux attendre, te faire des scénarios, te projeter, mais si je fais ça, il faut agir. J'ai un exemple qui m'a marqué, qui me suit, c'est que en 3e année, j'avais été accepté à l'IAE de Lille, en licence 3 marketing. J'avais regardé la plaquette vite fait, des cours hyper intéressants, super sympas, marketing, stratégie, planning strat, et un petit peu, malheureusement, de compta, de fiscalité, de maths financière et d'analyse financière, maths, avec des cours d'une prof de Dauphine. Bref, un truc un peu beaucoup plus pour les DUT GEA, tu vois. Et dans ma classe, j'arrive, je déménage à Lille, tout va bien. J'ai fait un DUT pub, là, je vais me projeter en market, ça va être trop bien. Je me prépare et je fais 2 semaines de cours et dans les 2 semaines, j'ai quasiment que des cours, comme je t'ai dit, de comptabilité, de fiscalité, de maths financière et d'analyse statistique. Qui sont vraiment des cours de GEA. Et je me dis, mais alors attends, je suis pas du tout en lien avec ces matières. Et en soi, c'est pas grave. Je me dis, ok, je vais les bosser, je vais avoir une note moyenne et ça va le faire. Et là, je regarde l'unité l'UE, c'est quoi ? Unité de... Je sais plus, unité éducative. Je saurais pas dire. Ok. Enseignement ? On pourra la recouper du coup. Boum, l'UE. Je regarde l'UE qui est l'unité d'enseignement et je vois que toutes les matières des enfers, elles sont dans le même UE. Ok. Et évidemment, l'UE ne se compense pas aux autres. Ok. Donc je peux avoir 19 dans les autres UE, 9,5 dans celui-là, je ne passe pas en master. Donc je me dis, bon, j'aurai pas mon année. C'est aussi simple que ça, je n'aurai pas mon année. Je n'aurai pas 10 sur 20 avec toutes ces matières-là, c'est impossible, en bossant les autres. Donc j'ai dit, ok, j'appelle quelqu'un de ma classe, du DUT, je lui dis, écoute, il reste de la place dans la classe dans laquelle t'es à Nancy, en école de ciné. Ouais, mais il faut faire un dossier, une demande, il faut que t'appelles les mecs. Ok, j'ai eu 2 jours pour faire ma lettre de motivation, appeler les mecs, leur dire, on était jeudi, je peux être lundi dans votre salle de cours à 8h, est-ce qu'il y a la place ? Il y a mon ancienne collègue de DUT qui est avec vous, on a fait les mêmes options audiovisuelles, on était dans le même groupe de travail, est-ce qu'il y a une place pour moi ? Énorme, passage à l'action rapide, efficace, l'exécution, voilà. Et toi, tu serais peut-être resté... Je sais pas où j'aurais terminé, tu vois, mais j'aurais pas eu mon année, c'est sûr. Ok. T'as pris ta vie en main, entre guillemets, t'as entrepris des choses pour pouvoir faire ce que tu voulais et être sûr de... Exemple un peu long, mais c'est ça. Non, mais c'est pas mal parce que ça s'apparente beaucoup à tous les auditeurs qui peuvent écouter le podcast et qui se posent des questions en ce moment sur leurs études, etc. Donc, pas mal. Très bon conseil. Que pour le coup on n'a pas eu. Ils me disent que je dis ça à chaque fois. Je dis on n'a pas eu. Il y a des podcasts qui répètent un petit peu les mêmes conseils, d'être persévérant, etc. Oui. Mais là non, pour le coup on l'a pas eu, d'agir rapidement et de prendre des décisions de manière efficace. Écoute, merci beaucoup Valentin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, parler des sujets dont on a évoqué dans le podcast? Merci à toi déjà pour ton invitation, c'était hyper sympa. Et où est-ce que tu peux nous retrouver ? Sur les réseaux, sur LinkedIn beaucoup. Et puis
à Louise Michel, à Levallois. Les bureaux sont là, donc la porte est ouverte pour un café ou justement un podcast à la maison. Eh bien écoute, la prochaine fois avec plaisir. Parfait, merci. Merci Valentin. À bientôt. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.